Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres, 10e épisode et dernier de l'année 2023. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Beauregard, avocat associé et cofondateur d'Altaïr Avocat, qui va se présenter. Bonjour cher Philippe. Bonjour chère Claire, je suis très heureux de participer à ce dernier opus de Sous l'arbre à palabres. Deux petits mots pour me présenter. Cela fait plus de 20 ans que je suis avocat d'affaires. J'interviens principalement aux côtés des dirigeants de PME et de start-up ou de fonds d'investissement dans la réalisation d'opérations de levée de fonds, de croissance externe et plus généralement d'organisation d'entreprises et particulièrement de structuration de la gouvernance des entreprises. Merci Philippe. Pour commencer avec une première question, cher Philippe, peux-tu nous donner ta définition de ce qu'est une gouvernance d'entreprise ? Volontiers. Alors ma définition est influencée par ma vision et ma pratique de juriste et d'avocat. Je dirais qu'il y a 3 gouvernances d'entreprise. L'actionnariale, la managériale et la salariée. Compte tenu de ma pratique, je vais me focaliser sur la managériale et l'actionnariale. Je dirais donc que la gouvernance d'entreprise, c'est un ensemble de règles écrites qui posent des principes et des modalités de bon fonctionnement de l'organisation économique et humaine que constitue toute entreprise. Cet ensemble de règles doit être conforme à la loi, avec un grand L, et elle a aussi pour but d'assurer une bonne transparence envers les associés ou les actionnaires, les salariés, les collaborateurs de l'entreprise, et les partenaires extérieurs de celle-ci, qu'il s'agisse des clients, des fournisseurs ou des partenaires financiers notamment, pour ne citer qu'eux. Alors, il est à noter que le code AFEP-MEDEF, AFEP c'est l'Association française des entreprises privées, qui regroupe les plus grands groupes privés en France, a établi depuis fort longtemps un code qui régit le gouvernement d'entreprise des sociétés cotées et dans tous ses aspects, ce qui donne un autre éclairage au-delà de l'aspect légal, l'aspect de la composition des conseils, d'administration, de surveillance stratégique, le rôle, la présence de ce qu'on appelle les administrateurs indépendants, le fonctionnement, le rôle, la stratégie, l'évaluation, l'information, les comités spécifiques dédiés, la déontologie et la rémunération des dirigeants ou mandataires sociaux. Et évidemment, la mise en œuvre de toutes ces recommandations. De ce point de vue, celles des entreprises qui veulent être vertueuses et qui ne sont pas cotées et qui ne sont donc pas astreints au respect de ce code suivent de manière spontanée les principes et les recommandations de ce code AFEP-MEDEF. Deuxième question, Philippe. Que serait une bonne gouvernance et les avantages qu'elle présenterait ? C'est une question importante. Une bonne gouvernance d'entreprise, me semble-t-il, doit être source d'efficacité et de sécurité, ce qui suppose que, au-delà de ce que l'on peut écrire, proclamer, elle soit mise en œuvre de manière effective, car comme chacun ou chacune sait, ce qui compte, c'est moins ce que l'on écrit que ce que l'on fait. De ce point de vue-là, je verrai 3 points, rapidement. D'abord, il est important que chaque membre ou organe de l'entreprise connaisse le rôle et les responsabilités de chacun. C'est-à-dire que les dirigeants opérationnels, le président de la société, la direction générale, les comités de direction, notamment, ou bien les organes de contrôle et de surveillance de la gestion d'entreprise, qui est opérée par les dirigeants, ou les organes d'administration, qui sont composés des représentants des principaux actionnaires, en général, parfois des salariés et puis également des dirigeants, ou encore les organes ou les institutions représentatives du personnel, avec leurs procédures d'information, et puis enfin, l'Assemblée générale des associés, que tous ces éléments-là soient clairement posés en termes de rôle, de mission et de responsabilité. Le code des sociétés, qui existe en France, est là pour fixer le cadre, et celui-ci est plus ou moins souple selon la forme sociale que l'on a retenue. Le deuxième point, en termes de bonne gouvernance d'entreprise, c'est que, s'agissant de la transparence, des procédures d'information, des procédures de prévention des conflits d'intérêts, extrêmement important, ou l'identification de la prévention
des éventuelles difficultés financières auxquelles l'entreprise peut être confrontée, il est important que les salariés, les associés et parfois les partenaires extérieurs à l'entreprise aient accès à des informations qui soient fiables, sincères, exhaustives. Que ce soit dans la vie courante de l'entreprise, c'est le rôle d'auditeurs externes tels que les commissaires aux comptes, mais cela peut être nécessaire dans des opérations exceptionnelles telles que la difficulté des entreprises, mais aussi des opérations de financement ou de cession ou d'acquisition d'entreprise. Enfin, le dernier point, c'est qu'il me paraît fondamental qu'au sein des organes de contrôle et de surveillance ou d'administration de la société, donc si on prend l'exemple d'une société anonyme, donc conseil d'administration, ou des conseils de surveillance, il paraît important, voire essentiel, que des tiers indépendants des actionnaires et des dirigeants puissent siéger dans ces organes afin de dépasser la polarisation qui peut exister au sein de ces organes entre les représentants des différents groupes d'actionnaires. Et en général, ces tiers sont des personnalités qui sont reconnues, soit par leurs compétences professionnelles ou techniques, leurs connaissances sectorielles du domaine d'activité économique dans lequel opère l'entreprise, ou leur expérience de la gouvernance d'entreprise. Ces personnes-là, ces personnalités, apportent de la hauteur de vue et de la neutralité qui est particulièrement opportune lorsqu'il y a des discussions et des débats qui animent les membres de ces différents comités au Conseil. Merci Philippe. Troisième question maintenant. Dans la complexité du monde qui nous entoure, quels sont les principaux défis auxquels les dirigeants sont ou vont être confrontés, cher Philippe? Je tâcherai de contribuer à une réponse car il peut y avoir, je pense, beaucoup de réponses différentes. 3 éléments de réponse me viennent à l'esprit. Le premier, c'est la conduite du changement. Face à une accélération des évolutions de l'écosystème dans lequel évolue toute l'entreprise, nous sommes bien placés pour le savoir, nous, chefs d'entreprise. J'ajouterai également, étant impliqué dans des opérations de financement ou d'acquisition ou de cession, que les dirigeants sont de toute évidence confrontés à une forme d'imprévisibilité accrue, puisque l'imprévisibilité fait partie de la vie d'une entreprise, c'est ce qui en fait le caractère entrepreneurial, mais une imprévisibilité accrue liée à la survenance de circonstances extérieures parfois adverses, et une imprévisibilité dont le cycle de répétition se raccourcit. Avec, face à cela, évidemment un manque de visibilité, mais aussi une fatigue accumulée pour les équipes dirigeantes, me semble-t-il. Le dernier élément que j'observe, cette fois-ci sous l'angle du juriste que je suis, c'est l'inflation réglementaire et l'accroissement d'une forme de complexité au plan légal, augmentation des normes sociales, environnementales et de sécurité, qui rend le pilotage de l'entreprise extrêmement complexe, et donc le besoin de s'adosser à des équipes en interne et parfois en externe pour pouvoir combiner le respect de la loi et l'efficacité dans l'exécution du plan de développement de l'entreprise. 4e question. Comment les dirigeants peuvent-ils surmonter ces défis et comment s'assurer qu'une gouvernance est solide et transparente? Je dirais, et ce n'est pas un élément juridique, que les dirigeants doivent veiller à ne pas s'isoler et se couper de leur écosystème et doivent également s'assurer qu'ils disposent de l'information la plus sincère et exhaustive possible sur les événements qui affectent l'entreprise en interne et son marché, donc avec tous les éléments exogènes à l'entreprise. Et de ce point de vue, je vois 2 éléments importants. D'abord, les dirigeants doivent impérativement, me semble-t-il, s'entourer de personnes de qualité, si possible extérieures à l'entreprise ou indépendantes de liens d'intérêt avec l'entreprise et le dirigeant. Cela peut se faire au sein des organes de surveillance ou d'administration. Je renvoie à la réponse que j'ai faite dans ta 2e question, Claire, s'agissant de la présence de ce que l'on appelle les administrateurs indépendants. Ils peuvent le faire également en dehors de l'entreprise, d'un cadre structuré, pour eux-mêmes, de manière informelle et personnelle, en se constituant un comité des sages qui est composé de personnes de confiance, n'étant pas dans le jugement auprès du dirigeant, et étant à même de lui faire prendre de la hauteur de vue, de lui donner de la mise en perspective et de le faire
de le faire bénéficier de leurs connaissances sectorielles ou techniques. De ce point de vue-là, le dirigeant, évidemment, sera impliqué dans des organisations professionnelles et sectorielles qui lui permettront, là aussi, de parfaire sa connaissance, la connaissance de son écosystème. Par ailleurs, je dirais qu'il sera assez utile de mettre en place des processus clairs de pouvoir au sein de l'entreprise, mais également de contre-pouvoir, en les appliquant, en les mettant en œuvre, pour qu'ils ne restent pas sur une feuille de papier, et en faisant simple, évidemment dans le respect du leadership du dirigeant et de la gouvernance de l'entreprise. Pour finir, je dirais, c'est assez cohérent avec les éléments que je viens d'évoquer, le dirigeant, cela paraît évident, mais le dirigeant doit accepter d'être challengé, mais dans le bon cadre et dans le bon contexte, là encore, pour que son leadership et son statut de dirigeant ne soient pas discutés d'une manière ou d'une autre. Merci Philippe. Question suivante maintenant. Comment la gouvernance d'entreprise peut-elle contribuer à favoriser l'innovation, la durabilité et la responsabilité sociétale des entreprises ? La gouvernance ne reste qu'un outil, un instrument, ce n'est pas une fin en soi. Pour reprendre ta question, l'innovation, la durabilité et la responsabilité sociétale des entreprises, pour ne citer qu'elles, doivent, si elles constituent des objectifs en soi, être d'abord incorporées dans la stratégie de l'entreprise, ce qui est de la responsabilité des dirigeants et des actionnaires. Et de ce point de vue-là, la gouvernance sera un des éléments de mise en œuvre de cette stratégie, et notamment sur les trois volets que je viens de rappeler. Donc les dirigeants et les actionnaires, chacun pour ce qui les concerne, dans leur rôle respectif, pourront veiller, là ça concerne plus les dirigeants, à impliquer les collaborateurs de l'entreprise dans le processus de définition, de décision et du suivi de la poursuite de ces objectifs de responsabilité sociétale, de durabilité ou d'innovation, pour ce qui était de ta question, avec évidemment une communication interne et parfois externe, ainsi qu'une gouvernance qui sont adaptées, puisqu'il existe des outils de mise en œuvre de la gouvernance au travers d'organes intermédiaires entre la direction d'entreprise, les organes de surveillance qui sont plus des organes juridiques, et les organes informels qui permettent de relayer l'information et les débats, les discussions entre la direction d'entreprise et les collaborateurs. Pour compléter, il existe à mon sens des facteurs endogènes et exogènes qui favorisent la prise en compte de tels objectifs par l'entreprise. Les facteurs endogènes, à mon sens, j'en vois deux pour commencer. Il y a la vision des dirigeants, la vision stratégique, qui permet d'embarquer les collaborateurs et les actionnaires. Et c'est ces dirigeants qui peuvent faire de la prise de ces objectifs une part de la raison d'être de l'entreprise. Deuxième élément, c'est que c'est le niveau d'exigence accru que les collaborateurs ont vis-à-vis de l'entreprise à ce sujet. Nombre de collaborateurs de l'entreprise sont très attentifs à la prise en compte par l'organisation de ces éléments de responsabilité sociétale qui placent l'homme et la femme dans la cité au cœur du projet. On ne peut pas l'ignorer. Parmi les éléments et les facteurs exogènes, j'en vois trois principaux. D'abord, il y a certains secteurs d'activité qui, par nature, par construction, sont propices à la prise en compte de ces objectifs sociétaux, car les clients et partenaires de l'entreprise vont incorporer de leurs conditions de collaboration avec l'entreprise la prise en compte même de ces objectifs. Évidemment, on pense immédiatement à des secteurs d'activité comme l'environnement, la transition énergétique, l'éducation, les ressources humaines, etc. Deuxième facteur ou groupe de facteurs exogènes, c'est l'évolution et le durcissement de la réglementation applicable, qui est un moyen d'accélérer le changement et la prise de conscience par les entreprises de ces éléments sociaux, environnementaux ou d'innovation, en matière sociale notamment. Et enfin, je dirais, tout est assez lié, c'est les conditions d'accès au financement pour les entreprises, car les bailleurs de fonds, les investisseurs financiers sont eux-mêmes astreints, notamment par l'évolution de la réglementation,
d'incorporer dans leur thèse d'investissement, leur stratégie d'investissement, je pense notamment au capital d'investissement, qui est une classe d'actifs que je connais bien. Certains fonds d'investissement sont donc conduits, lorsqu'ils ont une démarche sectorielle, dans le domaine de l'impact social ou environnemental, humain, ou lorsqu'il s'agit de fonds ISR notamment, leur thèse d'investissement incorpore expressément la prise en compte des facteurs que l'on discute et le suivi de ces facteurs, sans lesquels une entreprise dans laquelle il projette d'investir ne sera pas éligible à cet investissement-là. Une fois que ces objectifs sont arrêtés, et en plus de leur mise en œuvre et de suivi, certaines entreprises, et c'est intéressant je trouve, vont également jusqu'à mettre en place des outils de reconnaissance de la performance sociale ou environnementale au travers du système de bonus ou de primes, mais également au travers d'instruments d'accès au capital dédiés via des bons de souscription d'actions, des options, des BSPCE, etc. La question qui se posera évidemment est de définir les bons indicateurs de mesure. Le marché est encore jeune là-dessus, mais il progresse à grands pas, c'est ce que j'observe. Et enfin, sans que cela ne soit un passage obligé, la loi Pacte a instauré le régime de l'entreprise à mission, qui est une source de référence importante. Pourquoi je dis que ce n'est pas un passage obligé, c'est que le statut d'entreprise à mission comporte un certain nombre de contraintes que toutes les entreprises ne peuvent pas satisfaire. Mais la liberté contractuelle dont on bénéficie maintenant, notamment dans la forme sociale de la société par action simplifiée, permet d'insérer de manière opportune et au cas par cas, sans retenir le cadre juridique spécifique de l'entreprise à mission, des éléments qui favorisent le dialogue au sein de l'entreprise pour faire évoluer leur gouvernance, pour favoriser la transparence et la circulation de l'information, qu'elle soit descendante ou ascendante, entre les collaborateurs de l'entreprise et les partenaires de l'entreprise. Merci Philippe. Pour terminer notre interview, peux-tu maintenant nous partager l'exemple concret d'une gouvernance d'entreprise réussie ? Oui, volontiers. C'est un exemple que je donne régulièrement. Il s'agit d'un de mes clients historiques, une PME non cotée qui, dès le début des années 90, opérait dans le domaine des services aux entreprises et a mis en place les principes que j'ai essayé d'évoquer rapidement en répondant à tes questions, chère Claire. D'abord, ce que j'ai relevé, c'est un dirigeant charismatique ayant leadership et vision d'entreprise. Ensuite, le recours et la mise en pratique de principes découlant de la gouvernance d'entreprise, plutôt appliqués en matière d'entreprise cotée. Je rappelle le code AFEP-MEDEF, avec la présence d'administrateurs indépendants très tôt par rapport aux pratiques de marché, et alors même qu'il s'agissait d'une entreprise familiale. Et dans ce type d'entreprise, en général, les dirigeants ont plutôt tendance à constituer un conseil d'administration, parce que c'était une société anonyme à l'époque, qui reflète fidèlement la composition du capital. Ce n'était pas le souhait du dirigeant. Et d'ailleurs, donc, le conseil d'administration avait une composition en termes de membres qui était loin de refléter la répartition du capital. Ensuite, c'est intéressant pour les entreprises qui s'apprêtent à faire entrer des investisseurs financiers à leur capital. Je m'adresse aux dirigeants, c'est que ce dirigeant a choisi soigneusement des investisseurs financiers qui sont rentrés à son capital en veillant à ce qu'il soit totalement en cohérence par rapport à sa philosophie, sa vision d'entreprise et la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Il s'agit de la patience de ces investisseurs en termes de durée d'investissement, mais également de partager cette volonté d'innover un peu en termes de gouvernance et de partage du pouvoir. Ce dirigeant, par ailleurs, s'est entouré de manière informelle de ce que j'ai appelé tout à l'heure un comité des sages, c'est-à-dire des personnes proches, de confiance, n'étant pas dans le jugement, qui lui permettaient d'avoir du recul, de la hauteur de vue, de la mise en perspective et qui lui permettaient d'être challengé pour être plus créatif dans la recherche de solutions, mais aussi et d'abord de pouvoir se confronter à la réalité factuelle et non pas telle qu'il aimerait qu'elle soit à ses yeux. Très tôt également, au courant des années 90, ce dirigeant a mis en place des mécanismes d'actionnariat salarié qui étaient cohérents par rapport à la politique d'implication des collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise et la mise en œuvre de la stratégie de celle-ci. De la même manière, il a mis en place des délégations de pouvoir larges sur lesquelles il a communiqué
Également en communiquant sur le plan des responsabilités pour que chacun et chacune soit conscient de la mission qui lui était confiée et en mettant en place des circuits d'information ascendants et descendants efficaces entre la direction générale d'un côté, les représentants des salariés de l'autre et tous les organes opérationnels du type COMEX ou autres qui avaient pu être mis en place au sein de l'entreprise. Après, un constat, c'est que cette entreprise a connu l'épreuve du feu, si je puis dire, puisqu'elle a connu des échecs, des passages difficiles. Elle a frôlé à plusieurs reprises le dépôt de bilan, mais je considère que c'est l'organisation qu'elle a mise en place qui lui a permis de faire preuve de résilience, parce que la mise en place de pouvoirs et de contre-pouvoirs et l'implication des collaborateurs qui pouvaient être dignes de confiance dans la stratégie de l'entreprise et la confrontation de difficultés a permis de faire émerger plus de solutions créatives et de permettre à celle-ci de sortir de l'ornière dans laquelle elle s'était placée. Donc j'ai constaté également qu'il y avait une forte confiance des collaborateurs dans le management et dans le dirigeant, et réciproquement. Et de fait, le dirigeant a commencé à anticiper une éventuelle succession en mettant en place les fameux cercle 1, cercle 2, cercle 3 de collaborateurs, avec évidemment des échecs, du renouvellement, mais aussi un noyau dur qui s'est créé autour de lui. Autre manifestation de l'efficacité de cette gouvernance qui était mise en place, c'est que l'entreprise, pour se développer, ne s'est pas contentée de faire que de la croissance organique, mais s'est lancée dans un plan de croissance externe par des acquisitions d'entreprises, concurrentes ou complémentaires, qui ont nécessité une forte intégration des personnels externes, des collaborateurs de ces entreprises qui ont été achetées. Et cette intégration, évidemment, a été soigneusement pensée, mais c'est globalement plutôt très bien passé. Pour finir, cette entreprise a pris le virage depuis maintenant 5-7 ans de la responsabilité sociétale et est référencée auprès de l'Institut Great Place to Work, plutôt en bonne place dans son secteur d'activité et son segment. Et elle a mis en place, on est en train de mettre en place des indicateurs de performance qui sont liés à la qualité de vie au travail et justement à des éléments tenant notamment à la responsabilité sociétale. Donc c'est évidemment passionnant, mais je trouve que c'est une bonne illustration d'une volonté et de la mise en place d'une gouvernance d'entreprise efficace, solide et qui correspond à la stratégie déployée par le dirigeant. Merci beaucoup Philippe. Je pense que tout ce que tu viens de nous dire est extrêmement enrichissant et surtout inspirant pour comprendre ce qu'est la gouvernance d'entreprise. Pour résumer et conclure cette interview, cher Philippe, est-ce que tu peux nous partager 3 mots ou 3 expressions avec lesquelles les gens pourraient repartir et qui concerneraient la gouvernance d'entreprise? Le dirigeant doit d'abord avoir une vision très claire de sa stratégie et de la vision d'entreprise qu'il aura préalablement partagée. Il ne doit pas aller ou s'engager sur un chantier de gouvernance s'il ne se sent pas prêt à le faire et à le mettre en œuvre. Enfin, il ou elle doit s'appuyer sur des conseils extérieurs qui ont la pratique de la conception et de la mise en place de la gouvernance d'entreprise qui, encore une fois, est un outil de mise en œuvre de la stratégie et non pas une fin en soi. Merci beaucoup Philippe, merci chers auditeurs. J'espère que cet épisode sur la gouvernance vous a passionné, autant qu'elle nous a passionnés à la construire. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous vous disons rendez-vous en 2024 pour un nouvel épisode de Sous l'arbre à Palabre. À bientôt!